Merci beaucoup. Merci à l'Association des omnipraticiens de Fès pour cette généreuse invitation. Donc aujourd'hui, on va traiter le syndrome coronaire aigu. On va se focaliser surtout sur l'aspect pratique de la gestion des syndromes coronaires aigus, en se basant bien sûr sur les dernières recommandations des sociétés savantes. Donc, pour commencer, ça bloque. Merci. Donc pour commencer, on va vous faire un petit rappel sur la façon de lire les recommandations, sur les bases fondamentales de lecture des recommandations des sociétés savantes. Donc, on parle de classe de recommandation et de niveau d'évidence. Classe de recommandation, lorsque c'est classe 1, ça veut dire que c'est recommandé, c'est indiqué, que ce traitement ou que cette procédure, il a prouvé son bénéfice et son efficacité. Lorsque c'est classe 3, ce n'est pas indiqué. Lorsqu'on est en classe 2, c'est deux cas de figure. C'est soit classe 2A, ça veut dire qu'on a plus de preuves en faveur de cette procédure ou de ce traitement, ou bien classe 2B, dans ce cas de figure, on a moins de preuves pour l'efficacité et pour l'efficience de cette procédure. En ce qui concerne le niveau d'évidence, lorsqu'on a un niveau d'évidence A, ça suppose que cette procédure ou ce traitement est dérivé d'études randomisées multiples ou de méta-analyses. B, soit une seule étude randomisée ou bien large étude non randomisée. Lorsque c'est C, ça suppose que c'est un consensus d'experts, c'est des registres, c'est des petites études rétrospectives. Là, on va vous montrer un petit peu les spectres des syndromes coronaires aigus en pratique clinique. Lorsque un patient se présente pour une douleur thoracique, c'est soit il s'agit d'un angor instable, soit il s'agit d'un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage de ST, soit il s'agit d'un syndrome coronaire aigu avec le fameux sus-décalage de ST et non de par D. Quelle que soit notre situation, on doit penser à un certain nombre d'éléments à chaque fois quand on a un patient chez qui on suspecte un syndrome coronaire aigu. Initialement, on doit faire ce qu'on appelle l'évaluation initiale. L'évaluation initiale, ça suppose qu'on doit bien sûr évaluer l'état hémodynamique du patient, l'examen clinique et bien analyser et interpréter un ECG, bien sûr pour ne pas passer à côté d'un sus-décalage ou bien d'un trouble du rythme qui est majeur. Une fois on a ces données, on doit passer au management invasif. Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage de ST? Là, on n'a pas il n'y a pas photo, il y a le sus-décalage sur le CG. On doit penser à une revascularisation soit par une angioplastie primaire, soit par une fibrinolyse lorsque l'angioplastie primaire n'est pas possible. Sinon, on est devant les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage de ST. Et dans ce cas de figure, il faut voir est-ce qu'il y a des critères de très haut risque qui vont nous mener à faire une angioplastie rapidement, ou bien des critères de risque élevé qui vont nous inciter à faire une angiographie, une coronarographie dans les 24 heures. Par la suite, bien sûr, il faut penser au traitement antithrombotique. Est-ce qu'on doit donner de l'aspirine, les inhibiteurs P2Y12, l'anticoagulation également? Est-ce qu'on doit pré-traiter le patient auparavant, lorsqu'on le voit ou non, jusqu'à la coronarographie? Et bien sûr, il faut penser à la stratégie de revascularisation, que ce soit par angioplastie ou bien par pontage. Et là, j'insiste aussi sur des éléments qui sont nouveaux, qui sont l'imagerie endocoronaire et la physiologie coronaire, qui sont des outils qui sont importants dans l'optimisation du traitement par angioplastie de nos malades. Et au final, bien sûr, c'est le rôle principal de la prévention secondaire qui va se baser sur le traitement antithrombotique, les lipides, bien sûr, avec les statines, l'arrêt du tabac, la réhabilitation cardiovasculaire, et sur la correction des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, pour simplifier un petit peu les choses, on va parler un petit peu parler du diagnostic, de la stratégie diagnostique devant
une suspicion de douleur thoracique, suspicion de syndrome coronaire aigu, de la stratégie thérapeutique et au final de la prévention secondaire qui a un rôle principal aussi. Donc, en ce qui concerne les spectres des syndromes coronaires aigus, lorsqu'on a un patient qui se présente pour une suspicion de douleur de syndrome coronaire aigu, il est soit des fois asymptomatique ou bien oligo-asymptomatique. Ça veut dire que le patient il arrive pour juste une dyspnée, une dyspnée de repos ou bien des vertiges. Et on peut avoir, dans 80% des cas, bien sûr, une douleur thoracique. Cette fois-ci, il faut bien caractériser la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est persistante? Est-ce que c'est une douleur qui est intermittente? Dans les cas extrêmes, bien sûr, on peut avoir un choc cardiogénique, carrément, un syndrome coronaire aigu qui est révélé par un choc cardiogénique, ou bien dans l'extrême, un arrêt cardiovasculaire. Il faut analyser le CG, bien sûr, éliminer le sus-décalage et les troubles du rythme majeur, et bien sûr, en se basant sur le CG et sur les données de la troponine, on peut poser le diagnostic soit d'un longueur instable. Longueur instable, ça suppose que le CG il est soit normal, soit peu modifié, avec une troponine qui est négative ou un cycle de troponine qui n'est pas significatif. Lorsque le sus-décalage est là, on pose le diagnostic de ST+. Lorsqu'on a un ECG normal ou peu modifié avec une troponine positive, là, on parle de syndrome coronaire aigu sans sus-décalage de ST avec une troponine positive. Là, pour un petit peu harmoniser notre langage, on va vous donner quelques définitions en ce qui concerne la stratégie diagnostique et thérapeutique des syndromes coronaires aigus. Donc, le contact médical initial. Qu'est-ce que c'est un contact médical initial? C'est lorsqu'un patient se présente chez un médecin ou même chez un paramédical et que ce médecin a la possibilité de faire un ECG et sait interpréter un ECG et éventuellement donner des interventions qui sont initiales, dites comme la défibrillation par exemple. On parle de diagnostic de syndrome coronaire avec sus-décalage de ST, bien sûr, lorsqu'on a le sus-décalage. L'angioplastie primaire, c'est lorsqu'on pose le diagnostic de syndrome coronaire aigu avec sus-décalage de ST et on opte de faire une revascularisation par angioplastie. Ça suppose qu'on utilise soit un ballon, soit un stent, soit autre device qui permet de recanaliser l'artère qui est bouchée. L'angioplastie de sauvetage ou bien la rescue angioplastie, c'est une angioplastie qui est réalisée lorsqu'on a une thrombolyse qui est échouée. Alors, pour la stratégie d'angioplastie de routine après une fibrinolyse, les recommandations nous disent qu'il faut faire une angioplastie, au moins une coronarographie, dans les 2 à 24 heures après une fibrinolyse réussie. La stratégie pharmaco-invasive, c'est lorsqu'on combine bien sûr la fibrinolyse avec l'angioplastie. Et lorsqu'on parle de pharmaco-invasif, une stratégie immédiate, une stratégie invasive immédiate, là on sort du syndrome coronaire aigu avec sus-décalage de ST, on passe à sans sus-décalage de ST. Lorsqu'on parle d'une stratégie invasive immédiate, ça suppose qu'on doit réaliser une angioplastie dans les plus brefs délais, dans les 2 heures. Immédiate, il y a aussi précoce. Précoce, c'est une angioplastie dans les 24 heures. Et lorsqu'on parle d'une stratégie invasive sélective, ça suppose qu'on doit vraiment réfléchir, on revoit le patient, le contexte clinique, et on peut se baser aussi de tests non invasifs. Donc voilà, lorsqu'un patient se présente pour une douleur thoracique en pratique clinique, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? C'est de faire un ECG dans les 10 minutes après le contact médical initial. Et soit on pose le diagnostic d'un sus-décalage de ST, ou bien on est devant une situation de sans sus-décalage de ST. Et bien sûr, en utilisant à la fois les données de l'échographie cardiaque, la troponine et tout, au final, on pose les 3 spectres des syndromes coronaires aigus, longueur instable, le sus-décalage, le non-sus-décalage, et bien sûr, penser aux autres diagnostics différentiels lorsqu'on n'a pas vraiment on n'a pas posé le diagnostic de syndrome coronaire aigu. Alors, pour les symptômes, donc dans 80% des cas, on a une douleur thoracique ou bien une oppression thoracique. Des fois, on peut avoir des symptômes moins communs.
une transpiration abondante, une douleur épigastrique doit nous faire penser à un syndrome coronaire aigu, une douleur au niveau de l'épaule ou au niveau de la mâchoire aussi, c'est important. Pour les femmes, ils ont des symptômes moins communs. On peut avoir juste des vertiges, des nausées, vomissements. On peut avoir également une dyspnée et ne pas du tout avoir une douleur thoracique. Donc, une fois les symptômes caractérisés, bien sûr, avec les caractéristiques de la douleur, j'en passe, bien sûr, il faut bien analyser les facteurs de risque cardiovasculaire et tout. Il faut savoir interpréter un ECG. Et là, je vous montre une panoplie de CG qui sont en faveur soit de sus-décalage de ST, soit de syndrome coronaire sans sus-décalage de ST. Là, la fameuse en 2 par D, avec sus-décalage de ST et le point J qui est vraiment à 2 mm au-delà du point isoélectrique. Ça, c'est bien sûr, ça signe le fameux infarctus du myocarde avec l'en 2 par D. Là, lorsque vous voyez un sous-décalage dans les dérivations V1, V3, avec une onde R qui pousse en V1, V3. Donc, dans ce cas de figure, il faut penser à l'infarctus basal ou inférieur. Il faut analyser les autres dérivations, parce que ça pourrait être juste une image en miroir du syndrome du sus-décalage qui est dans les dérivations inférieures ou basales. Lorsqu'on est devant une situation où le patient se présente pour une douleur prolongée et on n'a pas de sus-décalage dans les dérivations standards. Dans ce cas de figure, il faut faire les dérivations droites et les dérivations basales. Les V3R, V4R, V7, V8, V9. C'est très important. Des fois, on a des patients qui sont admis carrément en choc cardiogénique secondaire à un dysfonctionnement du ventricule droit, mais c'est justement lié à un infarctus du VD seulement. Donc, il faut faire les autres dérivations. Donc, il y a d'autres anomalies également. Il y a le sus-décalage. Vous voyez ici le sus-décalage en AVR et le sus-décalage diffus. Ça aussi, c'est très important. Lorsque vous voyez un sus-décalage dans la dérivation AVR, c'est très grave. Ça pourrait être une sténose du tronc commun ou bien de l'ivia ostiale. Donc, un sus-décalage uniquement en V1 et en AVR avec un sous-décalage diffus dans toutes les autres dérivations. Dans ce cas-là, ça pourrait être un truc grave et bien sûr en faveur d'une occlusion du tronc commun ou de l'IVA. Les blocs de branches droit et gauche d'apparition récente doivent nous faire penser à un SCAS avec sus-décalage de ST. Concernant les syndromes coronaires sans sus-décalage de ST, bien sûr, il faut savoir connaître une onde T négative, un sous-décalage soit qui est horizontal, soit qui est descendant, un sus-décalage qui est transitoire, et aussi le sous-décalage qui est ascendant avec des ondes T qui sont amples en V1 et V6, peut-être en rapport avec une lésion de l'ivia proximale. Et également, il faut savoir, les ondes T négatives ou biphasiques dans le territoire antérieur qui pourraient être en faveur d'une sténose de l'ivia proximale. Là, pour les territoires, il y a le D2-D3 AVF, c'est le territoire inférieur qui est généralement vascularisé soit par la coronaire droite ou bien par la circonflexe. Le territoire antérieur, c'est de V1 à V6. Il y a le territoire latéral aussi, le V5, V6, territoire latéral bas. Et D1 AVL, le territoire latéral haut. Et là, c'est le AVR que je vous ai montré, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention, si vous avez un sus-décalage ici en AVR, ça peut être grave. Là maintenant, lorsqu'on n'est pas dans la situation de syndrome coronaire aigu avec sus-décalage de ST, ça veut dire qu'on a un ECG, soit il est normal, soit il est modifié avec un sous-décalage ou des ondes négatives. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas-là, vient la grande place de la troponine ultrasensible. Et actuellement, c'est recommandé de faire 2 dosages de troponine ultrasensible à 0 heure, à 1 heure ou à 2 heures. Il y a une façon à interpréter, bien sûr, cette cinétique de la troponine, et c'est validé à travers des algorithmes. Donc, lorsque vous avez une troponine qui est dite très faible, ou bien une troponine dite faible avec une cinétique qui n'est pas significative, je vous montre après les détails, dans ce cas de figure, on peut écarter le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage de ST avec troponine positive.
mais il faut toujours penser à l'angle stable et penser au diagnostic différentiel. De l'autre côté, si vous avez une élévation significative de la troponine ou bien une augmentation significative à 1 heure ou à 2 heures, dans ce cas-là, il faut inclure le patient et l'hospitaliser aux soins intensifs de cardiologie. Bien sûr, si on a des valeurs intermédiaires, il faut revenir au sens clinique, proposer d'autres examens et éventuellement faire carrément une troisième troponine. Là, je vous ai mis un tableau qui résume toutes les valeurs de troponine, que ce soit très faible, faible, les différences qui ne sont pas significatives, la valeur élevée et la valeur significative. Ça veut dire que quand vous avez un patient qui arrive pour une douleur thoracique avec un ECG normal et que vous avez une troponine à 3 et que vous avez une élévation qui est dite faible, une élévation qui est à 1, moins de 2, dans ce cas-là, on peut écarter le diagnostic de syndrome coronaire aigu. Mais de l'autre côté, si vous avez une élévation significative au-delà de 6, ça suppose que le patient est en train de faire un syndrome coronaire aigu. Il faut le prendre dans ce sens. Donc pour résumer, donc pour l'évaluation, pour le diagnostic initial et la stratification de risque, il faut combiner l'histoire clinique, les symptômes, les signes vitaux, les données de l'examen physique, l'ECG et la troponine. Il faut faire un ECG dans les 10 minutes. Il faut continuer à monitorer l'ECG et bien sûr en présence d'un défibrillateur si on a des douleurs, si on a un patient avec sus-décalage de ST ou bien on a des patients avec une douleur continue en faveur d'un syndrome coronaire aigu. Il faut savoir utiliser les autres dérivations droite et basale lorsqu'on suspecte un infarctus basal ou bien lorsque les dérivations standards ne sont pas concluantes. Et bien sûr, il faut refaire le CG à chaque fois quand on a une récurrence de la douleur. Il est recommandé de faire la troponine et récupérer son résultat dans les 60 minutes. Et il faut utiliser les algorithmes de 0,1 heure et 0,2 heures pour inclure ou exclure un syndrome coronaire aigu. Il faut penser des fois à faire une troisième troponine lorsque vraiment la probabilité elle est élevée et on n'a pas une explication autre à cette douleur thoracique. Il y a également le score de Grace, qui est un score pronostique et qui a aussi son intérêt dans la stratégie diagnostique. Le score de Grace, il comprend des éléments qui sont cliniques surtout. Donc l'âge, la fréquence cardiaque, la pression systolique, est-ce que le patient a fait un arrêt cardiaque, l'élévation des enzymes et la déviation de l'ECG. Et il faut penser au chiffre 140. Il faut juste se rappeler du 140 qui signe qui est en faveur d'un mauvais pronostic et qui peut bien sûr nous balancer vers une stratégie de prise en charge qui est invasive. Pour la gestion initiale des patients souffrant de douleurs thoraciques en faveur d'un syndrome coronaire aigu, il faut lutter contre l'hypoxie, il faut donner des tranquillisants et bien sûr de préférence des bêta-bloquants aussi pour baisser la fréquence cardiaque s'il n'y a pas de contre-indication. Là, cette slide elle est très importante. Ça résume la stratégie de prise en charge des syndromes coronaires avec sus-décalage de ST. Là, lorsque vous avez un patient qui a une douleur thoracique en faveur soit il se présente aux urgences, soit il est ramené bien sûr par les secours, soit il consulte dans un centre dit PCI Center, ça veut dire qu'il peut offrir une angioplastie primaire 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7, soit le cas contraire, il est dans un centre rural, on peut pas, ou bien un hôpital qui ne dispose pas d'angioplastie primaire. Si on est dans la stratégie d'angioplastie dans un centre qui peut offrir l'angioplastie, dans ce cas de figure, il faut la faire immédiatement et on a un délai de 60 minutes à ne pas dépasser. Dans le cas échéant, si le patient consulte dans une structure, il faut se poser la question, est-ce que l'angioplastie primaire est possible dans les 120 minutes ou pas? Si on peut faire ça, il faut le transférer immédiatement vers ce centre et proposer une angioplastie primaire dans les 90 minutes. Dans le cas échéant, il faut penser à faire une thrombolyse immédiatement et on a un délai de 10 minutes pour la faire.
Il ne faut pas retarder la prise en charge, 10 minutes pour thromboliser et par la suite transférer le patient vers un PCI Center. En ce qui concerne les syndromes coronaires aigus sans décalage de ST, là, il faut analyser des critères. Est-ce qu'on a des critères de très haut risque? Est-ce qu'on a des critères de haut risque? Les critères de très haut risque, c'est le choc cardiogénique, l'instabilité hémodynamique, une douleur qui est réfractaire au traitement médical, une insuffisance cardiaque aiguë, des complications mécaniques ou bien une récurrence ischémique qui est réfractaire au traitement médical. Là, on doit agir comme pour le syndrome coronaire avec le décalage de ST et proposer une angioplastie dans les 120 minutes. Si on a des critères dits de haut risque, ça veut dire on pose le diagnostic de enstémie avec élévation de la troponine, un score de graisse supérieur à 140, une élévation transitoire du segment ST ou bien des changements dynamiques du segment ST de l'onde T. Dans ce cas de figure, il faut faire la coronarographie dans les 24 heures. Voilà, ça c'est juste un rappel pour les critères de très haut risque et les critères de risque élevé. En ce qui concerne le traitement, bien sûr, il faut penser à un certain nombre de choses, notamment l'anticoagulation, le pré-traitement. L'anticoagulation, pour le STEMI, il faut anticoaguler par HNF ou par enoxaparine. Pour la fondaparinux, il est contre-indiqué. Pour le STEMI, on peut les utiliser, utiliser les 3 molécules. Ce qui sort actuellement de la recommandation, c'est le pré-traitement dans le STEMI. Lorsqu'on n'a pas un décalage de ST, actuellement, c'est plus recommandé de donner Plavix ou Brilique ou Batens si on n'a pas fait la coronarographie. Bien sûr, il faut respecter les délais. Ça suppose, si on a des critères de très haut risque, il faut faire la coro dans les 2 heures, ou bien dans les 24 heures si on n'a pas des critères de très haut risque. Voilà, par la suite, nous avons la chance actuellement d'avoir une panoplie de tous les inhibiteurs P2Y12, notamment le prasugrel, le ticagrelor, qui sont indiqués en première intention dans les syndromes coronaires aigus. Et il faut penser à laisser cette bithérapie pendant 1 an. Donc, qui dit traitement antithrombotique dit bien sûr risque hémorragique. Et dans ce cas-là, il faut vraiment, on a des stratégies pour réduire ce risque hémorragique. Il faut ajuster l'anticoagulation en fonction de l'âge, en fonction de la fonction rénale, et surtout chez les femmes. Il faut utiliser la voie radiale. La voie radiale, c'est plus à la mode. Ça a été prouvé qu'elle réduit la morbimortalité après un syndrome coronaire aigu. Et bien sûr, il faut utiliser les IPP quand c'est indiqué. Ça, c'est un truc de stratégie invasive. Il faut la voie radiale, utiliser les stents actifs. On n'utilise plus les stents nus. Il faut, de préférence, utiliser l'imagerie endocoronaire quand c'est possible. Pour l'imagerie endocoronaire, ça nous aide à optimiser de façon drastique l'angioplastie chez nos patients. Et des fois, en cas d'ambiguïté de la lésion coupable, lorsqu'on a 2 lésions, par exemple sur la coronarographie, on peut se servir de cet outil pour bien déterminer la lésion coupable. En ce qui concerne les patients qui ont un syndrome coronaire aigu, mais qui ont une atteinte multitronculaire, est-ce qu'il faut les faire il faut traiter tout à la fois, il faut traiter que la lésion coupable. Alors, auparavant, on disait si on avait un choc cardiogénique, il faut faire une revascularisation complète. Actuellement, ça a changé. Il faut faire que la lésion coupable et proposer aux patients une revascularisation complète, dite par étape. Lorsqu'on a un patient avec ce décalage de ST ou sans ce décalage de ST, on peut traiter la lésion coupable. On peut également traiter les autres lésions si les lésions sont faciles, accessibles, il n'y a pas on utilise minimum d'iode, mais on a aussi 45 jours pour pouvoir les traiter plus tard. Donc l'idée, c'est globale, c'est lorsqu'on est devant un syndrome coronaire aigu, il faut revasculariser la lésion coupable d'abord et penser à une revascularisation complète par la suite. Là, c'est pour les MINOCA, c'est les infarctus du myocarde sans cause coronaire obstructive. Il faut penser à un certain nombre d'étiologies, notamment coronaires, non coronaires et non cardiaques. Les principaux. Il vous reste 5 minutes. Oui, merci. Les principaux, c'est les spasmes coronaires, les anomalies de la microcirculation. Ici, on peut avoir aussi les myocardites, les Takotsubo. Et dans les causes coronaires, il faut se méfier. On peut avoir une embolie pulmonaire qui mime un syndrome coronaire aigu.
Là, c'est l'algorithme de prise en charge. Donc, au final, il y a aussi la stratégie de prise en charge au long terme qui est basée sur les médicaments, sur l'arrêt du tabac, le régime, l'activité physique, le traitement antithrombotique, les statines, très important. Et il faut se fixer des objectifs, notamment une pression inférieure à 130 sur 80, un LDL très important, retenez le chiffre de 0,55, il faut baisser le LDL à moins de 0,55 et une hémoglobine glyquée à moins de 7. Donc pour les lipides, il faut retenir le chiffre de 0,55. Il faut utiliser des molécules fortes avec des doses à dose élevée, notamment la torvastatine ou la rosuvastatine. Il faut penser à utiliser l'ézitimib si on n'a pas atteint l'objectif initial. Très important, la réhabilitation cardiovasculaire, malheureusement, on ne dispose pas beaucoup au Maroc, mais ça permet d'améliorer et la qualité de vie, mais aussi la morbidité des patients souffrant de syndrome coronaire aigu. Pour les traitements, c'est la place d'IEC en cas d'insuffisance cardiaque ou dysfonction VG. Il faut penser bien sûr à combiner les médicaments de façon fixe. La vaccination antigrippale, c'est très important. Il faut refaire l'échographie après 6 à 12 semaines pour voir si le patient garde toujours une dysfonction VG qui nécessiterait éventuellement la mise en place d'un défibrillateur implantable. Et là, on se pose enfin comment on peut améliorer l'état de santé cardiaque de nos patients après un syndrome coronaire aigu. Il ne faut pas fumer, bien sûr, manger healthy, éviter l'alcool, l'exercice physique après une réhabilitation, un suivi régulier, prendre des médicaments régulièrement, la vaccination, connaître les chiffres du LDL, de la pression artérielle et tout, et impliquer les patients dans leur suivi. Un petit mot sur la teach-back technique. Ça suppose que ça améliore l'observance du traitement. Ça suppose qu'on explique au patient le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire. On lui demande de nous expliquer une fois. Ici, il fait des erreurs ou il oublie quelque chose. On recorrige et on demande aussi au patient de nous redire qu'est-ce qu'on a conclu au final. Donc, rapidement, 3 petits cas cliniques. Donc, un patient de 57 ans, une femme diabétique qui arrive avec un sus-décalage de ST en antérieur. Dans les délais compliqués d'une insuffisance cardiaque gauche, on donne une dose de charge rapidement et on met la patiente en salle de cathé. Ça, c'est le tronc commun gauche, la circonflexe, la bissectrice. Et vous voyez ici qu'il y a un truc qui manque, c'est l'IVIA qui est occluse à son ostium. La particularité de cette patiente, c'est qu'il a une IVIA qui naît vraiment à un angle très aigu, 90 degrés, on n'a pas pu passer le guide rapidement. Et on a utilisé un device qui s'appelle un microcathéter angulé, qui a permis de passer le guide dans l'IVIA et de continuer l'angioplastie, qui était assez compliqué, et pour finalement avoir ce résultat final. Voilà. Alors, deuxième cas clinique, patient de 69 ans, hypertendu, diabétique, qui arrive dans un cadre de syndrome coronaire aigu sans décalage de ST avec troponine positive. On tombe sur une sténose serrée. Regardez ici, ulcérée du tronc commun gauche. Vraiment, c'était très serré. Regardez ici. Voilà, on voit ici la plaque qui est vraiment ulcérée, menaçante. Donc, on décide de le traiter de façon percutanée. On prédilate dans les deux sens, IVA, IVA CX, IVA tronc IVA, IVA CX. On met le stent sur le tronc IVA, on ouvre les mailles. Ça, c'est des trucs techniques. On met 2 stents tronc IVA et un stent au niveau de la circonflexe. On fait ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, un kissing balloon. Et on fait une optimisation finale pour avoir ce résultat final. Voilà. Troisième cas clinique, un contexte de instémie également. Je pense que je vais vous présenter le dernier, ça c'est pas très important. Voilà. Là, c'est un cas, j'ai fait un cas récemment d'un syndrome coronaire aigu sans sous-décalage de ST, 66 ans, tabagique, un contexte de instémie. Regardez le sous-décalage presque diffus, avec une ébauche de sous-décalage ici en AVR et en V1. Et qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur une sténose du tronc commun osseal. Dès que j'ai fait la choro, 1 minute après, le patient fait un arrêt cardiaque.
Regardez ici, on est en train de faire l'angioplastie en faisant le massage cardiovasculaire. Ça, c'est les mains de l'infirmier. Donc, on passe rapidement un guide, on met un stent sur le tronc. Bien sûr, toujours en arrêt cardiaque. Vraiment, c'était affreux. C'est un cas qui date du 25-10. On post-dilate le stent et au final, on obtient ce résultat du tronc commun gauche, angioplastie du tronc commun gauche. Le patient s'en est sorti sain et sauf, alhamdoulilah. Merci. Désolé, j'ai dû lire rapidement parce que j'avais pas assez de temps. Merci beaucoup à la clinique Actital et à leur cardiologue interventionnel, Dr Abedi, pour cette présentation très riche. Je laisse la parole à la salle s'il y a des questions. Oui. Merci, merci Dr Abedi pour vraiment cette présentation qui a fait le tour de la question. Et cette question, pour moi, c'est une question très intéressante pour le médecin généraliste, le médecin de premier abord, et que tout médecin généraliste doit maîtriser le CG, au moins, il doit avoir un CG, il doit le maîtriser, parce que pour moi, c'est une question qui doit être traitée par tous les congrès de médecine générale. Juste pour... quand on cherche le NSTEMI, il faut juste signaler qu'il y a une règle de 2, c'est-à-dire ce décalage de 2 mm en moins sur 2 dérivations contiguës, si possible 2 ECG consécutifs, et faire déplacer le malade vers la salle de cathé dans les 2 heures. Oui. Donc, il y a une règle de 2. Et juste, vous n'avez pas parlé de reperméabilisation secondaire, quand on n'a pas de salle de cathé à proximité. Et pour finir ma question, une autre, dans le cas de stress neurologique des coronaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a reperméabilisation ou bien on fait un traitement... vous parlez du spasme myocardique, je suppose. Prince métal, oui. Alors, pour la première question, lorsqu'on n'a pas une salle de cathé qui est disponible dans les 120 minutes, là, ce qui est recommandé de faire, c'est de faire une thrombolyse. Et on reçoit des malades, par exemple à Rachidia, où on a fait le diagnostic de surdécalage de ST, on a thrombolysé les patients et on a transféré les patients immédiatement. Ça, il faut retenir le 120 minutes. Si on peut faire une angioplastie primaire dans les 120 minutes, on transfère le patient. Sinon, on fait une thrombolyse. On fait une thrombolyse et on peut transférer le patient vers la structure qui dispose de la salle de cathé. Ce qui est recommandé, c'est de faire le diagnostic de surdécalage de ST dans les 10 minutes et de thrombolyser dans les 10 minutes aussi. Ça veut dire qu'il faut faire rapidement, 10 minutes, lorsqu'on n'a pas déjà la thrombolyse sur place, ça devient compliqué. Mais voilà, donc c'est soit thrombolyse, thrombolyse si on n'a pas de salle de cathé, soit salle de cathé directement si on peut la faire dans les 120 minutes. Mais pas de thrombolyse si on a une salle de cathé disponible qui peut assurer une angioplastie primaire dans les 2 heures. Il ne faut pas thrombolyser. C'est ce qui sort dans les recommandations et ça a été bien sûr prouvé à travers des études. Pour le spasme de Prince métal, j'en ai parlé pour ça s'appelle les MINOCA, les infarctus du myocarde sans cause coronaire obstructive. On en parle de plus en plus. Il y a la fameuse dysfonction endothéliale. Il y a aussi le spasme coronaire. Le moyen diagnostic, c'est le test à l'acétylcholine ou au méthergin. Ça, c'est des tests qu'on fait en salle de cathé à distance de l'événement. Et malheureusement, ce n'est pas commercialisé au Maroc, les molécules. Nous, on arrive à les ramener pour les proposer à un certain nombre de patients qui sont vraiment très symptomatiques et qui ont vraiment les symptômes typiques d'un spasme, c'est-à-dire le soir, pas au repos, la nuit, le petit matin. C'est vraiment ces douleurs qui surviennent au repos, pas à l'effort. Et de l'autre côté, on a aussi la dysfonction endothéliale. On peut faire de la douleur thoracique, de l'angor, avec des tests d'ischémie qui sont positifs, une écho d'effort qui est positif,
Mais finalement, on trouve que les coronaires sont peu athéromateuses. Ça, c'est en faveur aussi de la dysfonction endothéliale, qui est bien sûr un problème artériolaire qui n'est pas visible à l'angiographie. Et là, c'est vraiment le traitement médical, c'est les bêta-bloquants, les IEC, c'est la perte du poids, c'est les statines aussi, qui ont un rôle dans ce sens. Voilà, merci. Bonjour docteur, merci beaucoup pour votre présentation. S'il vous plaît, ma question concerne la thrombolyse. Des fois, dans les centres de santé ou bien dans des centres qui sont un petit peu loin de la ville de Fès, on ne dispose pas de thrombolyse et on a fait des diagnostics d'infarctus avec sus-décalage. Est-ce que dans ce cas-là, il est préconisé de renvoyer le malade tout simplement, ou bien on pourrait commencer une anticoagulation par enoxaparine et renvoyer le malade? Sinon, dans un autre cas, s'il vous plaît, concernant le patient qui présente un antécédent d'AVC hémorragique récent, est-ce que dans ce cas-là, si le patient présente un sus-décalage ST, est-ce qu'on pourra faire une thrombolyse ou bien il y a d'autres choses à faire? Voilà. Merci. Alors, pour le premier cas de figure, si on a un patient qui se présente avec un sus-décalage de ST, on n'a pas de thrombolyse sur place, il faut pré-traiter. Il faut donner l'Ovenox, adapté au poids et à la fonction rénale, la taille. Si on a vraiment les données de la fonction rénale, il ne faut pas faire le bilan, attendre le bilan. Pas de tropoline à faire. Enoxaparine, aspirine. Si on a le sus-décalage confirmé, donnez le Brilique ou bien le Prasugrel, le Batens. C'est commercialisé. Évitez de donner le Clopidogrel parce que ça agit dans les 4 heures. Les autres agissent dans les 30 minutes. Et pensez à transférer le patient soit vers une structure qui va proposer l'angioplastie ou bien la fibrinolyse. L'idée, c'est tout ça a été fait parce qu'on veut raccourcir le temps total d'ischémie. Et le temps total d'ischémie, il est soit lié au patient, des fois, il ne consulte pas, soit il est lié au système. Donc, on doit, dans notre contexte marocain, il y a des hôpitaux périphériques qui ne disposent pas de thrombolyse. Alors qu'ailleurs, on peut thromboliser dans une ambulance. D'accord. Donc, dans ce contexte, nous, en pratique clinique, il faut donner la dose de charge pré-traitée par l'enoxaparine et envoyer le patient vers la structure qui peut revasculariser le plus tôt possible, quel que soit le mode de revascularisation. De préférence par angioplastie, mais si on a un hôpital qui peut fibrinolyser rapidement, pourquoi pas. Alors, la deuxième question, l'AVC hémorragique, c'est une contre-indication absolue de la thrombolyse. Et là, même dans situation de risque hémorragique élevé, on est vraiment, même en angioplastie, on est limité. Donc, des fois, on utilise, lorsqu'on a vraiment un patient qui a un risque hémorragique élevé, on utilise juste un coup de ballon, ou bien une thromboaspiration, on aspire le thrombus, et on temporise pour mettre un stent. Parce que qui dit stent dit anti-agression plaquettaire minimum de 1 an après la mise en place du stent. Mais devant ces situations, c'est au cas par cas. Lorsqu'on peut reperméabiliser l'artère par un ballon ou par une thromboaspiration, on préfère. On temporise, on fait le point, on fait le bilan, pourquoi ça saigne, pourquoi, voilà. Et bien sûr, on implique le patient et la famille dans la décision, parce qu'on peut mettre le stent, il peut ressaigner dans les 24 heures dans son séjour hospitalier. Voilà. Donc, merci, Dr. Abadi.